Ben écoutez, Monsieur Lemieux, la parole est à vous. Parlez-nous de cette Gaspésienne. Effectivement, mars 1915, Catherine Élisabeth Jolicoeur voit le jour à Nouvelle. On est à Nouvelle aujourd'hui, d'autant plus que c'est le 150e anniversaire de la municipalité de Nouvelle. Donc, elle voit le jour, elle est la fille de Wilfred Jolicoeur et de Hélène Parker. Son père est un cheminot qui travaille pour le Canadien national, qui existait déjà à l'époque. Et c'est ce qui explique finalement que la famille va déménager quand même à plusieurs reprises dans la petite enfance de la jeune Catherine. Il y a un retour à Nouvelle de façon plus permanente en 1927. Catherine a 12 ans. Et déjà, elle a commencé déjà son cours primaire. Elle continue ses études, si bien que elle devient enseignante. Elle découvre sa vocation d'enseignement à l'âge de 17 ans. Elle enseigne ici à l'école, dans une des écoles là, du village de Nouvelle. Carrière d'enseignement qui va quand même être assez courte en tant que laïque, puisque 2 ans plus tard, la jeune Catherine, on est en 1932, elle décide d'entrer chez les religieuses, malgré l'opposition de sa mère, semble-t-il. Donc, elle entre chez les religieuses des filles de Marie de l'Assomption. C'est une communauté qui a vu le jour à Kimballton en 1922. C'est donc une jeune communauté, finalement. Elle fait 3 ans de noviciat et en 1937, elle devient officiellement religieuse sous le nom de Mère Marie Sainte-Hélène, membre enseignante de la congrégation des filles de Marie de l'Assomption. Parallèlement à son enseignement, elle étudie. Durant l'été, elle suit des cours d'été, des sessions d'été à l'université en psychologie, en pédagogie, en relations sociales, ce qui l'amène finalement à l'Université Laval, où elle obtient une maîtrise en littérature en 1959. Et lorsqu'elle fait sa maîtrise en lettres, on est en fin des années 50, elle fait une rencontre déterminante. Pour toute la deuxième partie de sa vie, elle rencontre Luc Lacourcière, qui est un des plus célèbres ethnologues québécois de l'époque. L'ethnologie étant l'étude des civilisations, l'étude des sociétés à travers des manifestations culturelles, politiques, linguistiques, sociales, et aussi, ça englobe tout ce qui est légende et folklore. Et Luc Lacourcière est un spécialiste des légendes et du folklore. Il fait entrer la jeune, elle n'est plus très, très jeune à l'époque, la jeune Catherine Jolicoeur, dans cet univers des légendes, et en particulier dans la légende du vaisseau fantôme. Et c'est là qu'elle décide, en 1959, de faire son doctorat sur cette légende. Donc, vont s'en suivre 4 années de terrain. 4 années de terrain qu'elle va passer en Gaspésie, le long de la côte, au Nouveau-Brunswick, de part et d'autre de la baie des Chaleurs, dans les autres régions côtières du Nouveau-Brunswick, pour recueillir finalement son matériel sur la légende du vaisseau fantôme. À ce moment-là, est-ce que c'est encore une sœur? Oui, elle est toujours une religieuse? Elle va être toujours une religieuse, OK, effectivement. OK. Poursuivez. Donc, cueillette de matériel qui va s'étaler sur 4 ans. Est-ce que vous connaissez la légende du vaisseau fantôme? Non, je ne la connais pas. Elle va en recenser 650 versions. 650 versions qui diffèrent. Parfois, ce sont de petits détails qui font la différence entre deux versions. Des fois, ce sont des éléments plus larges. Mais la légende du vaisseau fantôme peut se caractériser par 5 éléments. Un, c'est la nuit. La très, très grande majorité des versions, c'est la nuit. En termes de climat, il y a une tempête et du brouillard, souvent du brouillard. Ça inclut, comme 3e élément, un bateau. Un bateau, généralement, c'est un bateau qui a déjà coulé, qui a déjà fait naufrage, et dont on se souvient dans les villages, sur la côte, les pêcheurs. Donc, ils se souviennent de tel bateau. Donc, un bateau qui, généralement, a déjà coulé. On parle aussi, en 4e élément, du feu. Le bateau que les gens voient ou semblent discerner à travers le brouillard, il est en feu. La coque est en feu, les voiles sont en feu. Et le 5e élément, l'équipage, généralement, dans ces naufrages, l'équipage a péri avec le naufrage. Et donc, l'équipage, généralement, ce sont des squelettes. Ils sont encore sur le pont. Le capitaine est dans le mât pour essayer de guider son équipage, finalement. Et bien souvent, dans certaines des légendes, il y a des plaintes. Il y a un volet auditif, finalement, parce que les gens qui ont été témoins
ou qui pensent avoir vu ce bateau en flammes, disent, on entendait des plaintes, des marins, finalement, squelettiques, qui lançaient des plaintes, finalement, là, à l'humanité. Ce sont les 5 éléments, finalement, qui constituent la base, finalement, de la légende du vaisseau fantôme. OK. Sœur Jolicoeur, dans son travail de terrain, commence à faire, finalement, à recenser. En 3 ans, finalement, là, elle en recense 651 versions. Elle fait... Juste dans notre région, Dans la Gaspésie. dans les maritimes. Dans les Gaspésie, maritimes. Côte-Nord, partout aux îles de la Madeleine, dans toutes les régions côtières, finalement, où il y a un rapport direct avec la mer, où il y a une tradition maritime de navigation, de pêche, de cabotage aussi à l'époque. Donc, elle en recense 651 versions. Elle fait 200 enregistrements audio de personnes qui lui racontent leur version de la légende. Et elle fait... elle a fait brosser également un questionnaire qu'elle fait remplir par 400 personnes. Donc, par 400 personnes qui vont noter, bon, quand ils ont vu parce que la plupart de ces gens ont vu ou pensent avoir vu le vaisseau fantôme. Alors, donc, les gens ils décrivent finalement quand ils l'ont vu, dans quel contexte, avec qui ils étaient, puis qu'est-ce qu'ils ont vu finalement, là, en réalité. Donc, avec tout ce matériel, finalement, elle va constituer sa thèse de doctorat. Et quand c'est publié en 1963, c'est véritablement une étude systématique d'une légende. 354 pages d'études sur une légende. Un un phénomène qui n'avait jamais été fait par une étude aussi détaillée, finalement. De partir d'une simple légende qui fait partie de la tradition orale des villages, des pêcheurs, que les gens se racontent finalement au coin du feu. Il y a même des observateurs qui, en lisant la thèse de doctorat, vont dire c'est véritablement scientifique, tellement elle a décodé tous les éléments, tellement son analyse est poussée extrêmement loin au niveau de chacun des éléments de la légende du vaisseau fantôme. C'était pas naturel à l'époque, j'imagine, pour les femmes de faire des études, des doctorats et tout. Il y avait quelque chose de particulier là-dedans. Les femmes qui étudiaient généralement faisaient leur cours d'infirmière ou d'enseignante. De faire un 2e cycle, une maîtrise, de faire un 3e cycle, un doctorat, c'était très, très peu, effectivement. Est-ce qu'on peut affirmer que Mme Jolicoeur, d'une certaine façon, fait partie des premières intellectuelles de la Gaspésie baie des Chaleurs? Oui. Oui, effectivement. Au tournant des années 60, il y en a quand même. Elle n'est pas la seule. Non. Elle n'est pas la seule, mais effectivement, il y a d'avoir une jeune religieuse avec un doctorat en 63, ça ne courait pas les rues. En Gaspésie, ni, je pense, dans la péninsule acadienne, là, où elle travaillait beaucoup. Terminons donc avec, comment dire, les dernières années de la vie de Mme Jolicoeur. Pouvez-vous nous raconter un petit peu, comment ces dernières années? Effectivement, c'est les dernières années qui vont être quand même difficiles parce que c'est une personne, finalement, qui a travaillé avec le savoir. Toute sa vie, elle a travaillé pour développer la connaissance à travers ses travaux, à travers toute la cueillette de tradition orale pour fixer ça, finalement, sur des moyens audio ou écrits, ce qui était la tradition orale habituelle. Elle a travaillé pour sauvegarder, finalement, pour assurer la sauvegarde de tout ce patrimoine de légendes et de folklore. Évidemment, donc, c'était une vie d'intellectuel, c'est une vie, finalement, consacrée à la connaissance, sauf que c'est sa mémoire, finalement, qui va avoir raison d'elle, parce qu'à partir des années 84, 85, elle va être obligée, finalement, de mettre de côté tous ses travaux de recherche et de collecte de données pour, finalement, et elle va décéder en mars 1997, finalement, au bout de sa vie, finalement, là, à l'âge de 82 ans. Finalement, donc fortement atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est quand même extrêmement triste comme fin de vie pour une personne, finalement, qui a consacré sa vie au savoir.